Bonsoir à tout le monde. Je vous présente les corrections de ces questions de pédiatrie données par Excellence Academy, un groupe bilingue par excellence spécialisé dans l'encadrement, l'orientation et la préparation du concours de résident au Cameroun et à l'étranger. Chaque question ou affirmation incomplète ci-dessus est suivie de plusieurs réponses ou complétions. Sélectionnez la proposition qui répond le mieux à la question ou complète le mieux l'affirmation. Première question. En tant qu'agent de santé publique de la ville, vous avez été chargé de dépister le saturnisme chez les enfants à haut risque. Lequel des tests suivants est le meilleur test de dépistage à cet effet? Première proposition. Examen physique soigneux de chaque nourrisson et de chaque enfant. B. Taux de protoporphyrine érythrocytaire. C. NFS et frottis sanguin. D. Taux de plombémie. E. Histoire environnementale. Ici, nous devons savoir que le meilleur test de dépistage du saturnisme chez les enfants à haut risque, c'est le taux de plombémie. Donc la bonne réponse là-bas, c'est le D. Et on se rappelle que la plombémie, c'est-à-dire le dosage du plomb dans le sang, c'est le test de référence pour le dépistage du saturnisme. Il permet de quantifier directement l'exposition au plomb et d'identifier les enfants nécessitant une intervention médicale ou environnementale. Concernant les autres options, notamment A, l'examen physique est utile, mais ça ne détecte pas précocement l'intoxication. L'option B, la protoporphyrine érythrocytaire, c'est un indicateur indirect qui peut être retardé par rapport à l'exposition au plomb, donc ce n'est pas approprié. La NFS et le frottis sanguin, ça peut montrer une anémie, mais ce n'est pas spécifique au saturnisme. Et l'histoire environnementale est importante pour l'évaluation des risques, mais ça ne confirme pas une intoxication au plomb. Question numéro 2. Un nouveau-né de 3 jours est vu dans le cabinet du pédiatre pour une infection à staphylocoque. À l'examen physique, les pustules mesurent environ 3 cm, sont remplies d'un liquide laiteux, sont faiblement essuées et révèlent une petite macule hyperpigmentée sous-jacente. Quel est le diagnostic le plus probable? A. Pache saumon. B. Milia. C. Dermatite séboroïque. D. Mélanose pustuleuse. E. Érythème toxique. Donc, la meilleure réponse ici, c'est bien évidemment le D, la mélanose pustuleuse. Donc, on va rappeler que la mélanose pustuleuse néonatale transitoire, c'est une affection bénigne qui se manifeste dès la naissance par des pustules superficielles remplies d'un liquide clair ou laiteux. Ces pustules se rompent facilement, laissant des macules hyperpigmentées sous-jacentes, ce qui correspond à la description donnée dans ce cas. Elle est plus fréquente chez les nouveau-nés à la peau plus foncée et ne nécessite aucun traitement. Concernant les autres options, pache saumon. Ce sont des macules érythémateuses rosées situées sur le front, la paupière ou la nuque, sans pustules. Milia correspond à des petites papules blanches, perlées, sans pustules ni hyperpigmentation résiduelle. La dermatite séboroïque, ce sont des squames jaunâtres sur le cuir chevelu et les plis, sans pustules. L'érythème toxique, ça correspond à des papules ou des pustules érythémateuses dispersées sur un fond rougeâtre, mais sans hyperpigmentation résiduelle. Avec tout ça, vous voyez que la meilleure réponse est le D, mélanose pustuleuse. Question numéro 3. Un garçon de 3 ans se réveille tous les soirs vers 2 heures du matin en hurlant de manière incohérente. Ses parents rapportent que lorsqu'ils le surveillent, il est agité, semble éveillé, mais ne répond pas
mais ne répond pas et se rendort en quelques minutes. Il n'a aucun souvenir des épisodes le matin. Quelle est la perturbation nocturne la plus compatible avec l'histoire? A. Terreur de la nuit. B. Cauchemar. C. Apnée obstructive du sommeil. 3. D. Crise du lobe temporal. E. Somniloquie. Ici, la meilleure réponse est A. Terreur de la nuit. Donc, nous devons savoir que les terreurs nocturnes sont des parasomnies qui surviennent généralement chez les enfants entre 2 et 6 ans. Cet enfant est bien dans la tranche d'âge. Ce garçon a 3 ans. Elles se produisent en première moitié de la nuit, pendant le sommeil à ondes lentes, aussi appelé sommeil stade 3. L'enfant se réveille en criant, semble éveillé mais est confus, ne répond pas aux stimuli et se rendort rapidement. Le matin, l'enfant n'a aucun souvenir de l'épisode et c'est bien ce qui est décrit ici. En ce qui concerne les cauchemars, le cauchemar survient plutôt en deuxième moitié de la nuit, pendant le sommeil dit paradoxal, et l'enfant est réveillé et se souvient du rêve. En ce qui concerne l'apnée obstructive du sommeil, c'est associé à des ronflements, des pauses respiratoires et à une somnolence diurne. Les crises du lobe temporal peuvent entraîner des réveils nocturnes, mais souvent accompagnés d'aura, d'automatisme ou d'un électroencéphalogramme anormal. Le E, somniloquie. Le somniloquie est décrit là-bas. On aura un enfant qui va parler. On aura un enfant qui parle de manière dans le somniloquie. Donc, dans le somniloquie, l'enfant va parler dans son sommeil, mais généralement sans agitation intense ni confusion au réveil. Avec toutes ces descriptions, nous pouvons voir que ce qui correspond le mieux, c'est terreur de la nuit, qui cadre bien avec ce tableau clinique. Question numéro 4. Un garçon de 11 ans est vu par le pédiatre pour une évaluation de l'enfant en bonne santé. Il est en bonne santé et ne rapporte aucune maladie. Il rapporte qu'il aide à s'occuper des jumelles filles âgées de 3 semaines de son frère aîné. Son examen physique est normal. Quel est le groupe de vaccination le plus probablement requis pour cet enfant? On va se rappeler qu'à 11 ans, les vaccinations recommandées incluent rappel du TDAP, donc le vaccin contre le tétanos, diphtérie et coqueluche. Une dose est recommandée à cet âge pour renforcer l'immunité contre la coqueluche, qui est particulièrement dangereuse pour les nourrissons, comme les jumelles de son frère mentionné ici. Il est aussi recommandé le vaccin contre le méningocoque, qui est recommandé contre le méningocoque, qui est généralement recommandé de 11 à 12 ans, entre 11 à 12 ans, pour protéger contre la méningite bactérienne. Le vaccin contre la rougeole selle, dont la proposition A est non recommandée, et cette vaccination est administrée sous forme de rougeole, auréon et rubéole, mais pas selle. Proposition B, vaccin rougeole, auréon, rubéole. C'est administré en général à 1 an et entre 4 et 6 ans. Un rappel n'est pas nécessaire à 11 ans, sauf en cas de statut vaccinal incomplet. Option D, vaccin anti-pneumococcique 23 valent. C'est recommandé seulement pour les enfants à risque élevé, par exemple en cas de drépanocytose ou d'immunodépression. Question numéro 5. Un enfant de 14 ans ayant une histoire de colite ulcéreuse
de manque d'appétit, de douleur abdominale, de diarrhée, d'éruption cutanée et d'irritabilité est examiné par un pédiatre. À l'examen, la langue est érythémateuse et lisse avec perte des papilles. La peau présente des zones aiguës rouges avec des grosses cloques, en particulier sur les zones exposées au soleil. Dans les zones plus anciennes, l'éruption cutanée est sombre et brune. Les muscles sont faibles et la démarche est anormale. Quelle est la carence diététique la plus susceptible d'être responsable de l'état de cet enfant? A. Carence en folate. B. Carence en thiamine. C. Carence en niacine. D. Carence en vitamine B12. E. Carence en vitamine B6. Donc, par définition, ceux qui ont bien cherché vont voir que la bonne réponse ici, c'est le C, carence en niacine. Donc, la carence en niacine, ça peut entraîner une maladie appelée pélagre, qui se manifeste par les symptômes classiques de la triade associant dermatite, démence et diarrhée. Donc, les symptômes cliniques de cet enfant, y compris les troubles digestifs mentionnés, la langue érythémateuse, la perte des papilles, les lésions cutanées et l'irritabilité, sont compatibles avec la carence en niacine. Pour carence en folate, ça ne veut pas être la bonne réponse ici, parce que ça provoque des symptômes comme l'anémie mégaloblastique et des troubles gastro-intestinaux, mais ne correspond pas à l'éruption cutanée et aux autres symptômes décrits ici. La carence en thiamine, ça cause une maladie qu'on appelle le beriberi, qui est plus souvent associée à des symptômes neurologiques graves comme la confusion, la faiblesse musculaire et l'insuffisance cardiaque, mais pas de lésions cutanées caractéristiques comme décrit ici. La carence en vitamine B12, ça peut entraîner une anémie et des troubles neurologiques, mais ne cause pas d'éruption cutanée typique de la pélagre. Et puis, carence en vitamine B6, ça peut provoquer une dermatite séborrhéique et des troubles neurologiques, mais ne correspond pas à la combinaison d'éruptions cutanées et des symptômes gastro-intestinaux observés ici. Donc voilà ce que je peux vous donner comme mes propositions de correction pour ces questions. Donc il faut toujours prendre au sérieux son éducation, parce que comme c'est écrit ici, education has bitter roots, but its fruits are sweeter than honey. Il faut aussi considérer il faut également souscrire à notre chaîne YouTube et cliquer à la barre de notification pour être rapidement au courant de nouvelles vidéos que nous allons poster. Je vous remercie.